Bocages et murs. Recueil de nouvelles de Belka, publié en juin 2020. Enfermé dans les murs massifs de cette vénérable école, je passais toutefois sans ennui et sans dégoût les années du troisième lustre de ma vie. William Wilson de Edgar Allan Poe. Nouvelle traduite par Charles Baudelaire. Nouvelle numéro 1. Bocage de mur. Le jeune retraité désignait le démon de la perversité. Il parlait du strict examen des facultés et des penchants curieux, des mobiles essentiels de l'âme humaine, dite pure. Le retraité critiquait les philosophes. Il leur reprochait de faire abstraction d'une tendance qu'ils oublient à dessein de traiter dans leurs écrits. Le retraité insistait. Bien que cette tendance existe fortement, comme noble sentiment visible, primitif, radical, irréductible, cette tendance a été, oui, ignorée, omise par les philosophes. Par ce silence, ils ont permis de voir son existence s'échapper à notre vue, uniquement par manque de conviction, dans la révélation ou dans la bonté humaine, naturelle. Le retraité, assis sur le nouveau banc de la place du frêne hanté, s'adressait à des écoliers et des écolières. Personne ne comprenait rien à son discours. Puis, Dylan Abride lui coupa la parole. « Monsieur Idir, c'est quoi la foi dans la Révolution ?» Le retraité Idir. « De quelle révolution ou rébellion parles-tu » Puis, Baya le corrigea. « Dylan Abride parle de la foi en la révélation. N'est-ce pas que vous en avez parlé ?» Il était environ 16h30, les enfants venaient de rentrer de l'école et c'était le dernier jour de l'année scolaire. Ils disaient ravis bonjour aux grandes vacances. Idir reprenait son discours de plus belle. Nous n'avons pas senti le nécessaire besoin d'apprécier cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité, ni saisir la notion de ce premium mobile. Et quand même elle se serait introduite de force en nous, nous n'aurions jamais saisi son rôle dans l'économie des visées humaines, à court ou moyen terme. À ce moment, juste au début de la rue de Lucius, un livre tomba, vlan, de sa poche d'intérieur. Il portait le titre suivant « Nouvelles histoires extraordinaires » et il avait pour auteur Edgar Allan Poe. Traduction et préface de Charles Baudelaire, le poète mélancolique. Baya et Zvina dépoussiérèrent le bouquin avant de le tendre à monsieur Idir. Celui-ci leur remercia et leur dit de leur faire la lecture. Dylan Abride se proposait de lire à la place du retraité monsieur Braque, surnommé Idir par les enfants. « Je serais ravi de lire 2 ou 3 paragraphes, s'il vous plaît. » Voilà Abride en action, sur le chemin de la lecture, à haute voix, sous le frêne géant de la place du frêne hanté. Je sais tout, je ne sais rien, tu le clames partout, je ne vaux rien, pourtant je suis doux, je sais, tu hésites ou tu joues, moi je persiste à te suivre, comme tu persistes à me fuir. Là, les camarades de Dylan en chœur se lancèrent dans cette tirade. « Tricheur, tu es en train de réviser la récitation de mademoiselle Mouba, notre institutrice. » Monsieur Idir les pria de se taire. « Taisez-vous les enfants, c'est formidable. Ce gamin est doté d'une mémoire d'éléphant. C'est génial. Donne-moi le bouquin de Poe. » Maintenant, dans un silence parfait, le retraité lut un paragraphe des histoires extraordinaires. Il est impossible de nier que la philosophie
et une bonne partie des sciences métaphysiques ait été brassée a priori. Autour de Baya de prolonger cette séance des lectures en plein air. L'homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l'homme de l'intelligence ou de l'observation, prétend connaître les desseins de Dieu, lui dicter des plans. Le village de M. Idir, Baya, Dilanabrid, Zvina comprenait 2 blocs de maisons, ni bourgeoises et ni misérables, maisons habitables. Elles protégeaient humains et bétail contre les intempéries, pluies diluviennes ou torrentielles, grosses chutes de neige, grêle, vent, canicule, maisons en terre cuite. L'architecture se ressemblait d'une maison à l'autre. Une cour centrale, une entrée principale, portail en bois recouvert d'une tôle ondulée. Le portail donnait sur un couloir de 2 mètres environ. De chaque côté du couloir, une banquette, crépie à la blanche chaux de Kabylie, faisait office de canapé ou de canapé-lit ou de soupente à l'air libre. En effet, les enfants en hiver se réunissaient dans ce salon extérieur. Un groupe sur la banquette de droite, un groupe sur la banquette de gauche. Ils jouaient à toutes sortes de jeux ludiques, populaires. Ils révisaient aussi leurs devoirs. Ils jouaient heureux d'être au chaud, couverts contre la pluie, la neige et le soleil saharien. Oui, ces 2 banquettes servaient effectivement de canapé-lit en été afin de répondre à l'appel de la sieste estivale. Des après-midi caniculaires, quand la température dépassait 35 degrés à l'ombre. Alors, une peau de mouton posée sur une banquette, il suffisait de s'allonger sur le ventre et se laisser accueillir dans les bras de Morphée en pleine lumière du jour, silence plat, calme, serein, lunaire. Dehors, sur le haut frêne de la place carrée du village, les cigales faisaient la fête. Stridentes, leurs mélodies berçaient le village. Elles veillaient, pour ainsi dire, sur son paisible et séculaire sommeil national. Chez certaines familles, ces 2 banquettes se prêtaient pour 2 utilités. La banquette de gauche, grillagée, était réservée tantôt aux poules et coqs, tantôt aux lapins, animaux domestiques, comestibles, faciles à nourrir et servir lors des fêtes et des cérémonies, au cours desquelles un repas spécial se préparait afin d'honorer les convives. Cérémonies, mariage, fiançailles, réussite scolaire, un adieu éternel, première mèche coupée du dernier bébé. Parfois, ces volailles et lapins étaient servis par fantaisie ou bien pour honorer un mendiant de passage ou secourir une famille nécessiteuse. Solidarité obligeait. La première banquette jouait le rôle d'une basse-cour. La seconde banquette faisait office de débarras. Là-bas, l'on rangeait le bois et différentes branches vertes à laisser sécher sur cette banquette. Ce bois, dès lors, était prêt à l'emploi pendant l'hiver. Pas spécialement. Ce bois était disponible là, couvert sous le toit de ce couloir, prêt à être utilisé, afin d'alimenter l'âtre et le feu de bois, préparer le déjeuner, le dîner, toute l'année, hiver, été, printemps, automne. Dans ce village, l'électricité n'était pas encore arrivée. Alors, les villageois disposaient du choix entre le feu de bois et les gazinières. Ils s'approvisionnaient soit en bois sec et bois vert asséché, soit en bouteilles de gaz butane à dos d'âne, sur une brouette, le dos, une camionnette d'une belle âme, etc. Mais le village ne s'en plaignait pas trop. Chacun suivait son train-train, à son rythme. La télévision ne manquait à personne. Les facilités offertes par le courant électrique
personne ne les convoitait. Les villageois voyageaient, ils rendaient visite à leurs familles citadines. Là-bas, en ville, l'électricité coulait. Là-bas, les réfrigérateurs gardaient au frais les denrées alimentaires, glaces, jus, lait caillé, figues de Barbarie, couscous, fèves à la vapeur. Là-bas, le peuple de la ville regardait la télé, oui, 2 à 3 heures chaque jour. Non, non, les villageois ne s'en plaignaient pas. Les jeunes, si, puisqu'ils rêvaient d'être dotés d'un téléviseur à domicile. Cette dotation leur permettrait de suivre au chaud l'actualité quand l'unique chaîne nationale télévisait du sport, comme le match mémorable du 16 juin 1982 quand David gagnait contre Goliath. C'était du sport joyeux, un air frais, célébré à l'ivresse par Mohamed Sela, la plus belle voix du football de la radio algérienne des paisibles années 1980, resplendissante. Fin de l'extrait de la première nouvelle. Nouvelle numéro 2. Les enfants sont partis. La femme du jeune retraité vient de voir sa fille cadette se marier à 35 ans. La vieille en est soulagée, ce qui n'est pas le cas de sa fille Léa. Par ce mariage longue distance, Léa s'en est allée vers Washington rejoindre son mari ambassadeur. La vieille Djora de Terkia mariait du coup sa 4e fille, la tante de Dasva. Dasva, un écolier. Les 3 premières filles de Terkia, qu'il finit par appeler première tante, seconde tante, troisième tante, les 3 sœurs aînées de son père. Sans oublier Léa, sa 4e tante. Les 2 premières tantes de Dasva, mariées dans le village, offrait à la collectivité 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, soit un total de 4 garçons et 4 filles. La 3e tante donnait 1 garçon et 2 filles. Léa, quant à elle, ne voulait pas d'enfants. Elle craignait de ne pas être une bonne maman. Surtout, elle se vit incapable de transmettre la culture kabyle à des enfants nés à l'étranger, sur le sol américain. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, paraît-il. Dès la première année, Léa accouchait d'un triplé, 3 filles d'un trait. La télé locale, celle de Washington, lieu de l'ambassade de son époux, avait signalé en fanfare cet heureux événement. Elle le mit à la une de son journal. Sa maman, la vieille Djora de Terkia, invitée pour fêter l'arrivée ailée de ses petites filles, ne pouvait s'y rendre, vu sa claustrophobie. Pour elle, ça aurait été une mission impossible. Elle se vit inadaptée de supporter un voyage de 8 ou 9 heures par avion. Même une escale n'aurait pas calmé sa peur, cette phobie. L'été d'après, Léa rentrait au bercail avec ses 3 bébés. Son mari, en colère contre le nouveau Premier ministre, fut démis de ses fonctions. Par conséquent, il reprenait son mandat de maire dans sa commune rurale. La famille, au grand complet, savourait de paisibles jours. Les cousins et les cousines se voyaient chaque jour dans la cour de récréation ou sur le chemin de l'école. En fin de semaine, ils rendaient visite à leur grand-mère. Les 4 tantes, leurs époux et leurs enfants comblaient Djora de Terkia de leur présence. La vieille et son mari à la retraite ne se sentaient pas seuls, heureux, fiers comme pas possible d'accueillir cette smala. La maison, heureuse, joyeuse, turbulente et bruyante, ne désemplissait pas. Quand les filles, leurs maris et leurs enfants dégarnissaient les lieux, le vieux couple, Djora de Terkia et son mari, Djugurta de Yuba, de son second prénom, se servait un thé à la menthe. Il l'accompagnait d'une douce friandise préparée de bon cœur par l'une de leurs filles, Anissa, Léa, Alexa ou Sadia.
Avant de se mettre au lit, ils se regardaient face à face. Puis, à chacun leur tour, le mari ou l'épouse, le regard mélancolique, le cœur quand même empli de joie, affirmait « Les filles sont parties, les enfants s'agrandissent vite, et ça nécessite une énergie intarissable pour jouer, crier et rire, et ça mange, et ça demande des soins continus. » De temps en temps, Djorad et Terkia, quand toute cette grande famille se posait sur le gazon en été, au cours du joli pique-nique de 14 heures, sous l'ombre fraîche du frêne en corolle, revenait à sa prime préoccupation, l'avenir de ses petits-enfants. Alors, elle mariait celui-ci avec celle-ci, celle-là avec celui-là, et les parents riaient, ainsi que les enfants. Le jeune retraité, lui aussi, cautionnait la stricte approche de sa femme. « C'est bien de souder les liens familiaux. Après 30 ans dans une grande ville, Paris, j'ai retenu que l'union fait la force. Attention aux ragots repris par les radios et les journaux sur la fracture de la famille traditionnelle. À Paris, les familles s'unissent, elles se marient entre elles, elles font leurs affaires entre elles. Rarement un patron embauche en dehors de son cercle familial. C'est une question de confiance et de vie et de mort, pour une prospérité certaine, durable. Les enfants, eux, elles, se voyaient déjà mariés. Ils jouaient au mari, à la mariée, ils se faisaient la bise sur les joues, les garçons offraient des marguerites aux filles, celles-ci leur offraient des mandarines, ou bien elles leur essuyaient le front après une course-poursuite dans les prairies et le jardin. Une façon de jouer l'épouse attentionnée, gentille, prête et ravie d'épauler son alter ego masculin, faire face, unie, aux situations difficiles. Bienveillante, la grand-mère les recadrait. « Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, mes trésors, jouez. Ne le surjouez pas, vous êtes encore des bébés. Les garçons, vous, d'abord, passez votre service militaire. Sachez labourer, vous servir du fusil, pour chasser le sanglier et les vilains étourneaux ravageurs de nos oliviers. Vous, les filles, mes petites princesses, sachez la broderie et la cuisine. » Mais personne ne contrariait la grand-mère. Quand ces 4 filles, leurs maris et leurs enfants lui rendaient visite, elle refusait de passer la main pour préparer le déjeuner, le café ou le dîner. Ses filles lui rapportaient des beignets, des galettes, des légumes, du pain, de la viande, du poulet, c'est vrai. En retour, elle persistait à jouer l'accueillante maîtresse de maison. Même la vaisselle, elle la réservait pour la fin des festivités, quand tout ce beau monde serait parti. Pour argumenter ses choix, elle se munissait du même argument. Les enfants sont faits pour jouer et réviser leurs devoirs, chaque chose en son temps, l'exercice nous tient en vie, Braque et moi. Le retraité Monsieur Braque, ou Yugurta de Yuba, la soutenait sans faille. Sinon ce serait l'ennui. Aussitôt, il s'appuyait sur une affirmation de Pascal pour légitimer son propos. Il montait au grenier, rapportait un bouquin bien couvert, d'une couverture transparente. En première page, M. Braque avait noté ceci. Paris, le 18 décembre 1978, place Saint-Michel, cadeau de Mohan de Saint-Germain, un loyal collègue à l'occasion de mon anniversaire. Mais il omettait de fournir sur cette page l'exact cumul de ces années passées sous notre ciel. Il rejoignait l'assemblée et désignait au hasard un enfant. « Viens, je testerai ta connaissance du français, de l'arabe et du kabyle. Je verrai le fruit de notre belle école républicaine. » Les plus jeunes lisaient difficilement, mais les collégiens et les lycéens, les collégiennes et les lycéennes, elles, lisaient admirablement. Un soir, Scylla, âgée de 8 ans, lut à son grand-père cette sage affirmation de Pascal pour lutter contre l'oisiveté, source du strict vice. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et occupé par quelque passion,
ou quelque amusement qui empêche l'ennui de se répandre, sera bientôt chagrin et malheureux. Le père de Scylla, analphabète, en train de suivre les cours du soir, avait posé une question. Bravo, ma petite, je pense que Pascal s'est trompé, à moins que ce ne soit une erreur d'impression. Pour qu'Élouis, le père de Scylla, Blaise Pascal devait écrire chagriné à la place de chagrin, et il le martelait haut et fort. La fille de la troisième tante, Nora, en train de passer son bac, avait pouffé. Silence et stupéfaction générale. Son oncle, qu'Élouis, se sentait moqué. « Ma petite, tu as plus de chance que moi. À mon époque, peu de parents inscrivaient leurs enfants à l'école. C'était la misère. Il fallait travailler très jeune. Ton grand-père et ta grand-mère sont là pour confirmer ce désastre. » Puis qu'Élouis remettait « La vanité, le plaisir de la montrer aux autres » ou le livre de Pascal entre les mains de Nora. Elle vérifia que son oncle lisait bien. Elle tenta de lui expliquer la sémantique de chagrin et de chagriner, et toute la famille l'avait admirée, sauf la grand-mère. « Ma petite sirène agitée, tu papotes un peu trop à mon goût. Tu devrais peut-être aider ta maman à préparer le café, distribuer le foin aux moutons. » Maintenant, les enfants sont adultes, les garçons sont mariés ainsi que les filles, les frontières jadis fermées sont ouvertes, la jeunesse peut voyager, aller à l'étranger pour étudier aussi et se marier avec des garçons étrangers, des filles étrangères de différentes cultures, de différentes religions, de différentes langues, de différentes convictions politiques, philosophiques. Le noble métissage des peuples baigne dans une eau douce. Les petits-enfants de M. Braque et Djora d'Eterkia, attachés toujours à leurs racines, refusent ce métissage. Bien sûr, ils se mélangent aux autres, ils apprennent les langues étrangères, ils s'habillent comme tout le monde quand ils s'installent dans une nouvelle contrée. Mais, curieusement, dans les affaires, ils refusent de s'associer à des partenaires étrangers. Ils s'arrangent souvent pour s'associer avec leurs cousins et leurs cousines. Ce qui n'est pas le cas de leur progéniture, cette génération dite Y, beaucoup plus ouverte sur les réseaux dits sociaux. Une fracture est en train de se créer entre les parents et les enfants partout dans le monde, entre la tradition et la modernité, entre le progrès et la régression. M. Braque et Djora d'Eterkia, âgés de plus de 90 ans, refusent d'associer la modernité au progrès. Dans leur village de Kabylie, bien que leurs enfants et leurs petits-enfants soient loin de leurs grands-parents, ces derniers ne se sentent pas seuls. En effet, les applications digitales de la toile, Internet, ont réduit les distances. La toile maintient un lien permanent entre les vieux, Madame Djora et Monsieur Braque, et leurs petits-enfants éloignés. Ces nomades digitaux, ces voyageurs infatigables. Malgré une forte mutation dans les mœurs et la mauvaise influence des films exotiques sans morale sur la jeunesse, la solidarité d'antan tient le coup. Elle résiste. C'est vrai, l'anonymat est un fait coutumier en Kabylie. Ne dit-on pas « pour vivre heureux, il faut se cacher » ? En ce qui concerne la famille de M. Braque et Djora d'Eterkia, on ne peut dire que ses parents se meurent dans une solitude sénile, moche, à l'image de ce qui est de temps en temps montré dans les documentaires. Ces derniers filment des maisons de retraite tristes. Là-bas, dans ces maisons du 4e âge, leurs pensionnaires crient au scandale. Ils dénigrent leurs enfants, ingrats de ne pas leur rendre visite au moins une fois dans l'année, une fois sur 365 jours. Est-ce trop ? À l'Agible sur Gaga, le joli village de Djora d'Eterkia, personne n'est seul. Tout le monde rend visite à tout le monde, à toute heure, jour de deuil, jour de joie, le matin, à midi, le soir et la nuit, automne, été, hiver et printemps. Les filles
continuent de rester traditionnelles en termes de générosité envers leurs grands-parents et leurs propres parents et maris, tout en étant libres, indépendantes, au foyer ou bien au travail. Elles continuent de s'habiller à l'ancienne, une fois rentrées de l'école ou de leur bureau. Une fois mariés, les garçons aussi acceptent de cohabiter avec leurs parents. Bien sûr, des disputes parfois éclatent entre les belles-mères et les belles-filles, mais tout finit par s'arranger. Quelquefois, ça déménage. Les jeunes mariés dénichent un emploi en ville et un appartement de fonction. Ils quittent la vieille et le vieux et s'envolent à la recherche de leur pain vital. Mais ils reviendront chaque semaine ou chaque mois prendre des nouvelles de leurs géniteurs. Et puis, les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont en train de réduire les distances. Bien sûr, il s'agit d'outils à double tranchant, mais pour le moment, tout le monde y voit un aspect positif, jusqu'à preuve du contraire. En ce qui concerne Jorah et Brack, rien ne leur manque. La santé tient la route, surtout leur mental. N'avaient-ils pas subi la Seconde Guerre mondiale et la guerre de libération du ranch colonial? Ranch colonial est l'expression utilisée par Scylla, la petite fille, en train d'enseigner à la Nouvelle-Orléans. Elle a tout expliqué à sa mamie. Ce mot composé passe mieux devant le vrai adjectif. Les plaies ne sont pas encore refermées, ce me semble. De tempérament positif, Jorah adhère à la sémantique consensuelle de Scylla. Tu fais bien, mon trésor. Tu dois toujours choisir tes mots, éviter de froisser autrui. Le but est de construire des ponts entre les peuples, les cultures, entre le passé, le présent et le futur. Érigeons de vraies passerelles communicationnelles sans frontières. Une certitude amère. Malgré l'optimisme et la joie de vivre affichés, Jorah et Brack se rendent compte de leur solitude. Ils ont beau être connectés aux réseaux sociaux, communiquer de façon virtuelle, quasi quotidienne avec leurs petits-enfants, un goût amer subsiste au travers de leur gorge. Chaque soir, dans le jardin familial, le retraité, en train de s'en griller la cigarette crépusculaire, s'interroge. Pourquoi l'État ne fait-il pas son possible afin de retenir la jeunesse chez nous? Nous formons de brillants chercheurs et de brillantes chirurgiennes. Au bout de la chaîne, ce sont les autres qui en recueillent le fruit. Ce n'est pas juste. Sans oublier le déchirement des séparations et, de fil en aiguille, l'éclatement des familles. À peine Brack rentré, la vieille l'accueille sur le seuil de la salle à manger. « Je viens de quitter les réseaux sociaux. Nora demande à te parler. Elle est enceinte de son 3e bébé. Elle a consulté le médecin des sages-femmes ou le pédiatre. Dans une semaine, il lui dira le genre de l'ange à naître. Ah, ces machines, capables de lire les pouvoirs naturels, jadis impénétrables. » Le retraité, le temps de prendre sa douche, arrive. Il s'installe sur le canapé gris. Entre-temps, la connexion Internet est coupée à cause des fortes intempéries en train de ravager les USA. Toutefois, ni la vieille ni le vieux ne savent cette tempête. Autrement, ils se seraient inquiétés. Devant ce moche bug informatique incontrôlable, la vieille bredouille, honteuse, s'excuse, les lèvres pendantes. Les enfants sont partis. Ils rappelleront plus tard. Avec le décalage horaire, ils sont peut-être au travail. Là-bas, les patrons ne rigolent pas, vu les gros salaires qu'ils versent aux salariés. Une inquiétude. Cette violente tempête américaine emportera-t-elle les petits-enfants kabyles de Jorah et Brack? Fin de la nouvelle.